exposer, est-ce que vous m'arrêtez quand vous voulez. Voilà, donc moi, ça se veut effectivement un livre de témoignages sur ce que je pense avoir été cette chance de me retrouver comme toujours par des concours de circonstances divers en 1968 dans ce service qui était alors à l'hôpital international de l'Université de Paris, qui est devenu Institut Mutualisme Montsouris, qui était le premier service, d'ailleurs en Europe, dédié spécialement aux adolescents et jeunes adultes. Et j'ai eu la chance d'y rester 40 ans, d'en terminer chef de service dans la fin des années 80, et d'avoir beaucoup de contacts avec d'anciens patients. Je n'ai jamais suivi quelqu'un plus de 10 ans, mais j'ai des contacts avec des patients que j'ai vus comme internes en 68. Et pas un. J'ai des contacts sur quelques centaines de patients. Donc je me dis rétrospectivement, mais c'est une expérience de vie extraordinaire. C'est-à-dire on va voir se dérouler comment on peut passer justement avec ces troubles de l'adolescence qui se caractérisent tous au fond, et toute la psychiatrie par cela, par des conduites destructrices, c'est-à-dire des conduites qui se ferment à l'échange. Enfin, c'est des conduites protectrices, je reviendrai tout à l'heure. Donc, mais qui tous nous abîment parce qu'elles nous privent de ce qui fait la vie, c'est-à-dire ces échanges qui vont permettre de nous construire. Donc c'est une fermeture. Et nous-mêmes, quand nous avons des difficultés, on se ferme. En général, c'est temporairement, ça nous protège. Et si on s'enferme, là, ça devient une maladie parce qu'on se prive de ces échanges qui pourraient seuls nous donner confiance et reprendre le cours de la vie. Donc, voir ces adolescents, les voir parfois à 5 ans, 10 ans, 15 ans, enfermés dans ces conduites destructrices, dont un certain nombre vont mourir sans avoir voulu mourir. Quand on meurt, pour moi, je pense que la tentative de suicide, c'est une façon d'exister, justement. Et c'est ça d'ailleurs qui nous donne la force de la vie, c'est qu'au fond, on reprend son destin en main. On y reviendra parce qu'il y a quelque chose d'essentiel qu'au fond tout le monde sait, mais je trouve qu'on n'en tire pas les conséquences. C'est que, je vous le dis tout de suite, tout ce qui est de la vie, on ne le maîtrise pas. Voilà. On ne peut pas se créer tout seul, on ne peut pas décider spontanément de notre mort, on ne peut pas se reproduire tout seul, on ne peut pas avoir du plaisir longtemps tout seul, on ne peut pas triompher, etc. tout seul. La vie, c'est l'échange. On ne la maîtrise pas. Par contre, il y a une chose que les êtres humains vont rencontrer très vite qui maîtrisent, et ce sont les seuls à le faire, du fait de ce qui les caractérise. Je reviendrai de la conscience réflexive, c'est-à-dire cette capacité dont Damasio a si bien parlé. Il y a eu d'ailleurs deux émissions récentes sur Arte, très bien faites là-dessus, pour voir comment on commence à comprendre comment le cerveau fonctionne. Alors je le dis tout de suite, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, on ne sait rien sur le pourquoi, je crains que ça demande encore un certain temps, donc chacun peut garder ses croyances en toute paix, elles ne sont pas remises en cause. Ce qu'on sait maintenant, c'est le comment. Et plus on sait le comment, plus on s'émerveille sur la complexité du vivant. Mais c'est quelque chose, c'est d'une beauté, c'est extraordinaire le fonctionnement du cerveau qu'on commence à appréhender. Ça, il faudrait le dire dans la classe, une parenthèse, très tôt aux enfants pour leur apprendre que cet iPhone-là, auquel ils accordent tant d'importance, il ne faut pas y pencher, il ne faut pas le bousculer, etc., c'est rien à côté de leur cerveau. Vous savez le nombre de SMS qu'on reçoit et on envoie par seconde, entre 1,5 milliard et 2 milliards dans notre cerveau. Je parle tous les SMS pour réguler l'homéostasie de tout le corps. Bon. C'est de cet ordre-là. Donc c'est la gnognotte. C'est bien, on a déjà travaillé, on va pouvoir progresser, mais c'est... Oui. Donc ça se protège. C'est pas parce que c'est défendu de faire ceci, cela, c'est parce qu'ils vont s'abîmer. Voilà. Ça, c'est la clé des choses. Et on ne choisit jamais de s'abîmer, mais ça peut devenir un moyen de se sentir exister. Parce que là, on a besoin de personne. Si vous ne passez pas d'examen, vous êtes sûr du résultat. Et vous allez trouver de très bons arguments pour ne pas le passer. C'est-à-dire que les hommes se convainquent de ce qu'ils veulent, pour croire ce qui les arrange. C'est-à-dire se sentir un pouvoir. Donc, vous voulez qu'on interrompe ? Voilà, mais si, c'est pas le problème. Parce que la vie continue. Donc on reprendra. Non, pour mieux poursuivre. Mieux poursuivre. Non, mais non, pas vous interrompez. Grandement, mais vous voyez, c'est. Voilà. Parce qu'il y a quelqu'un qui. Parce qu'on ne maîtrise pas tout. Alors vous voyez, quand on le sait et que ce n'est pas une surprise, on a l'impression de le maîtriser. Et c'est pour ça qu'on l'accepte. Alors que quand on vous l'impose, elle m'avait dit écoutez, je regrette, mais maintenant vous partez. C'est très exactement comme mon chien. Voilà, voilà. Moi qui étais élevé dans la campagne, vous voyez, je pense que les psychologues devraient, les psychiatres devaient aller faire un petit séjour dans les basses-cours. Ouais. La défense du territoire, je reviendrai.
Seulement le territoire humain, il est devenu exponentiel du fait de notre conscience réflexive. C'est-à-dire ce qui fait territoire, c'est ce à quoi j'accorde de la valeur. Alors mes parents, ma religion, mon club de foot, des trucs invraisemblables, mais du moment que je leur accorde de la valeur, oui, je suis prêt à mourir pour. Là, ça explique beaucoup de choses. Mais on est dans ce même loi des fondamentaux du vivant, qui est qu'on est programmé pour défendre quand on se sent attaqué, menacé sur son territoire. Et le territoire humain, c'est devenu ce qu'on appelle le narcissisme, et aussi toutes les valeurs. Si on le savait, on pourrait mettre ce qui est, à mon avis, le grand protecteur de la vie, un petit peu de jeu, et non pas dans le socle frontal, la violence mimétique dont parlait si bien René Girard, et à juste titre, dont on voit dans le monde combien elle fait des ravages. Tu as fait ceci, donc moi je suis là, et c'est vrai que tu as fait ça. Et puis on s'auto-justifie, et on fait le contraire de ce qu'on aimerait. Revenir comme avant, on était bien. Mais là, on ne peut pas. On peut pas, puisqu'il a déjà fait ci contre moi je fais ça contre lui, sinon je ne suis pas un homme. Et vous voyez comment c'est à pleurer de tristesse. Et ça, les patients, si vous voulez, nous le montrent de façon caricaturale, nous permettent de dire là c'est exagéré, on voit bien qu'il est sous ses émotions, qu'il a de la bipolarité, mais elle nous concerne tous, on a les mêmes émotions. Voilà. Bon, mais je reviens à l'hôpital. Comprendre ces fondamentaux de la vie. Et là, je ferai une petite, un petit parcours, parce que je crois que maintenant, encore une fois, il faut diffuser le savoir. On devrait pouvoir parler à différents niveaux de comment nous fonctionnons, à l'école aussi. Et je pense qu'à ce propos, à l'école, ce qui se fait déjà dans certaines maternelles, les jeux de rôle. Vous voyez, c'est le meilleur moyen de faire jouer la réflexivité. Tu es comme ça, tu prends la place de l'autre. Et c'est tout cela qui donne le psychique. Le psychique, c'est la capacité, encore une fois, de jouer avec nos représentations. Les représentations, elles sont inscrites dans le cerveau. La capacité de jouer, c'est une potentialité qui va être plus ou moins développée. Donc, et je termine en disant que pour moi, ça s'inscrit dans une lignée du biologique. Quand on voit, plus on a de connaissances, plus on se rend compte, on commence à connaître les conditions d'apparition de la vie. Comment, à partir du carbone, l'oxygène, l'hydrogène dans une certaine atmosphère, la vie est apparue. Qu'est-ce que c'est la première vie? La cellule. Qu'est-ce que c'est une cellule? C'est une frontière. C'est pas inintéressant. La vie commence avec une individuation, l'être unicellulaire, avec une frontière et à l'intérieur les briques qui l'inscrivent non pas pour la mort, mais pour la transmission. D'ailleurs, la vie, elle est faite pour se transmettre. La mort est une invention humaine. C'est parce que nous sommes conscients de nous que nous voyons de la mort, là où les animaux vont voir la perte, la disparition, j'ai perdu, mais pas la mort. C'est nous qui avons inventé la mort. Et la vie, elle n'est pas faite pour la mort, comme s'emploient le dire certains avec se gargarisant. Non, elle est faite pour transmettre. C'est les gènes. Et la vie, elle est née avec cette capacité de transmettre. Alors pourquoi? J'en sais rien. Jusqu'où? J'en sais rien. Mais de fait, elle transmet. Et comment elle transmet? Parce qu'il y a sans arrêt des échanges. Et ça, c'est le paradoxe qui est au cœur de la vie. Je terminerai là-dessus. Le paradoxe au cœur de la vie, à mon avis, il est dans cette cellule dont on voit que si la membrane, elle est trop faible, elle laisse tout passer, elle va éclater, il va mourir. Si la membrane s'épaissit, elle ne va plus pouvoir échanger, elle va mourir. Parce que la cellule ne peut se développer que dans ce jeu entre les circuits appétitifs, je vais chercher au dehors ce dont j'ai besoin, les circuits aversifs, la peur et la confiance. C'est les circuits aversifs, je rejette ce qui est dangereux, le danger extérieur, les choses mauvaises à l'intérieur, je prends ce qui est bon, et il faut un équilibre. C'est-à-dire que la logique de la vie, ce n'est pas une logique binaire. Tu prends ou tu ne prends pas. C'est une logique paradoxale. Le paradoxe est au cœur du vivant, c'est-à-dire qu'il est plurilogiciel. Et nous, dans notre peur de perdre le contrôle, nous sommes fascinés par les possibilités de maîtrise, très proches de la destruction, qui pourraient tourner à la destruction quand on s'y enferme. Et ces processus de maîtrise, c'est de vouloir tout comprendre. C'est vouloir une logique binaire. Ah non, c'est bon ou c'est mauvais. C'est bien ou c'est mal. Non, il y a du bon et du mauvais. C'est ce que nous apprennent aussi les soins avec les patients, les mêmes qui peuvent être les plus destructeurs. Et là vient de sortir ce livre magnifique de Nicole Desportes, qui est un homme chez vous. Voyage au bout de la vie, comment elle a soigné son anorexie. Voilà, que nous avons pu nous occuper, et avoir une fille très brillante, préparant en sup, en lettres, et faire une anorexie dramatique, voilà, se scarifier, se décoller les deux rétines à coups de poing sur les yeux, 8 années d'hospitalisation, et elle le dit, elle l'accepte, et 15 ans de suivi pour après découvrir le plaisir de vivre et de partager. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'ait pas plus de sensibilité que la moyenne, qu'elle soit pas plus vulnérable à tout ce qui pourrait, là, comme pour ton cas, il y a une chose qui me désarçonne, c'est tout ce qui est imprévu. Voilà. Parce qu'au fond, devant l'imprévu, au lieu de parler de la toute-puissance du psychotique, qui est un contresens, d'ailleurs lui il dit c'est la toute-puissance de mon impuissance. Voilà. C'est-à-dire que dès que quelque chose le met en échec, voilà, on se sent son territoire comme ça, il est passif,
devant ce qui se passe, il est impuissant. Là, je crois qu'il retrouve quoi? L'enfant terrorisé, impuissant, qu'il a été enfant, avec personne pour le porter. Et là, il rentre dans des colères, et on va dire, voyez, c'est la toute-puissance du psychotique, il ne supporte pas la moindre contrariété, il n'a pas supporté de laisser sa place à quelqu'un, il a fait une rage, il a tout passé comme ça. Mais non, c'était le signe de mon impuissance et mon désarroi. Et comme j'ai confiance en vous, et que je me sens plutôt pas trop mal, mais j'ai aucun besoin de faire une prise particulière qui serait non pas vous voyez, et le parano, ce qu'on oublie des paranos, les malheureux aussi de la Terre, comprendre le parano, hein, c'est un petit enfant en quête de reconnaissance, voilà qu'il faut comprendre. Et comme il est en quête de reconnaissance, dès que ça va vous ennuyer, hein, ce que je dis. Alors on fait raisonner. C'est-à-dire qu'il est tellement en quête, il interprète tout perceptivement, et il va créer ce qu'il redoute. Parce qu'à force de dire, ah mais pourquoi tu ris, et pourquoi tu ris, tu me regardes pas, comme dit l'ado un peu parano, tu me regardes pas, c'est que tu t'intéresses pas à moi, mais si tu me regardes, qu'est-ce qu'il y a dans ma gueule? Alors à la fin, vous dites, zut, j'en ai marre, ah, vous voyez, une fois de plus, je suis abandonné. C'est pas pour vous embêter qu'il dit ça, c'est ce qu'il vit. Et c'est tragiquement triste, parce que ça va finir par s'auto-confirmer. Voilà un peu ce que j'essaie de montrer. Bravo. Et je crois que c'est au cœur quand même. Merci. Ça valait la peine.